Alors, The Umbrella Academy. Eh bien, Umbrella Academy, c'est la série qui vient de sortir sur Netflix. Elle a été disponible à partir du 15 février, réalisée par Steve Blackman. Il s'agit de l'adaptation des comics éponymes Umbrella Academy qui sont sortis en 2009 chez Dark Horse Comics, qui ont été écrits par Gerard Way. Et pour vous faire un petit pitch, en 1986, 43 enfants naissent d'une immaculée conception. 7 d'entre eux sont adoptés / achetés par un multimillionnaire dans l'optique de sauver le monde. Donc il crée cette fameuse Umbrella Academy, car il s'avère que ces jeunes enfants ont des pouvoirs et il va leur apprendre à les contrôler. Et justement, on va voir dans le début de l'histoire qu'il y aura plusieurs petits larcins, des braquages de banques que ces enfants vont réussir à déjouer et ils vont se faire connaître mondialement parlant. Par contre, de nos jours, on fait un gros saut dans le temps, ils ont tous une trentaine d'années, ils sont tous revenus un petit peu à leur vie après avoir quitté un à un l'académie, et ils se retrouvent pour le décès de leur père. Donc c'est l'enterrement, c'est l'occasion d'avoir une grande réunion de famille. Et suite à ça, l'un des 7 en fait, frères et sœurs du coup, qui ont été adoptés prévient sa fratrie que la fin du monde arrive dans 7 jours et ils doivent trouver une solution pour pallier à cela. Alors c'est un petit peu un remake de X-Men Apocalypse dans ce que tu me dis. Cross Days of Future Past, c'est un petit peu d'éléments de X-Men on va dire. Est-ce qu'on serait pas face à un remake déguisé? Ah bah effectivement, sur bien des niveaux, on a ce côté effectivement académie où on apprend à contrôler des super pouvoirs, on a cette composante justement pouvoirs en tant que tels qui sont pas en plus folichons. On a le mec qui a une force surhumaine, on a le télékinésiste, on a une personne qui arrive à contrôler les esprits. Rien de bien transcendant, mais il y a un choix très très audacieux qui a été fait dans la série, c'est de ne pas faire des super pouvoirs l'élément central, parce qu'en réalité il s'agit plus d'un drame familial et des rapports qu'auront les frères et les sœurs entre eux pour réussir à sauver la planète, plus qu'un focus sur leurs super pouvoirs. Ils auraient pu ne pas avoir de pouvoir du tout, on aurait eu quand même une histoire, mais ça rajoute un petit côté très pop à la chose, ce qui rafraîchit énormément. La série est beaucoup plus sombre que ce que le pilote annonce et des images qu'on en voit, parce que le pilote est très très rythmé, il y a beaucoup de scènes de musique rock, des scènes d'action, beaucoup d'humour qui fait place à l'intérieur. On se rendra compte que l'intrigue sera beaucoup plus noire, beaucoup plus complexe, donc il s'agit plus d'une série psychologique en fait sur le long terme qu'une série de super-héros en tant que telle. Même au niveau photo, c'est très sombre globalement. Exactement, ça devient très très sombre. Donc c'est sur ces points-là en fait que ça sort vraiment des sentiers battus. C'est qu'on se retrouve pas sur cette production de super-héros très classique. Alors là, effectivement, ça devient peut-être un peu plus innovant, mais est-ce qu'on peut dire que The Umbrella Academy est à la hauteur de ses ambitions? Est-ce que ça réussit à se démarquer des adaptations ciné, mais aussi en série qu'on a déjà pu avoir sur Netflix? Alors déjà vu que c'est un format série, ça prend son temps pour développer les différents personnages. On n'aura pas nécessairement dans un film où on aura donc des super-héros qui sont caractérisés par leurs pouvoirs, mais on n'entrera pas nécessairement beaucoup dans leur psychologie. Après, ce qu'on peut reprocher à la série, c'est que certains des 7 super-héros sont plus mis en avant que d'autres. Je pense principalement au numéro 4, qui est d'ailleurs incarné par l'ancien protagoniste de Misfits. Oui, j'ai plus son nom. Ouais, il joue également dans Mortal Engines récemment. Ouais, exactement. J'ai plus son nom. Robert Michael Sheeran. Merci. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Aucun lien avec le chanteur? Non, non, aucun pourtant. Après, il aura peut-être des talents cachés, on ne sait pas. Nous avons également Ellen Page qui se joint au casting et qui sera un des personnages qui se notera plus. Mais donc on aura des personnages un peu accessoires et des personnages qui feront beaucoup plus grandir l'intrigue. Il y a aussi énormément d'intrigues secondaires qui sont parfois un peu trop développées par rapport à l'intrigue principale. Mais bon, ça donne un petit côté rafraîchissant à la chose. Le rythme est peu stable. On aura des épisodes qui seront très très rapides, très très rythmés, et d'autres épisodes qui tirent un petit peu en longueur, donc c'est parfois un petit peu difficile de rester sur la continuité. Il y a le syndrome Netflix. Le syndrome Netflix, toujours. Le fil conducteur est aussi assez prévisible. À partir de l'épisode 3 ou 4, on sait déjà comment ça va se terminer, mais ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement le point où on va arriver, c'est le chemin que l'on va emprunter pour y arriver. Après, on peut dire quand même qu'il y a une très très bonne direction artistique, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau du choix musical. C'est vraiment un grand plaisir pour les yeux. Les effets spéciaux sont très très bien gérés. En plus de ça, on a des personnages qui sont très attachants,
car ce sont des super-héros qui, passé la trentaine, sont redevenus des humains en fait, en quelque sorte. Ils sont recaractérisés par les principaux défauts de la race humaine et ils sont totalement démystifiés. C'est absolument plus ces super-héros qui vont sauver le monde, mais qui doivent réussir à faire une amélioration pour justement réussir à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire stopper l'apocalypse. Et on a aussi de très très bonnes perspectives pour la saison 2 parce qu'on a un très très beau final de la saison 1 qui ouvre énormément de choses à traiter, ce qui sera très intéressant. Mehdi, tu voulais réagir sur cette... Ouais, je suis globalement très d'accord, mais je suis ennuyé par ce qui a déjà été dit, à savoir le manque de rythme et de maîtrise sur les épisodes. On passe vraiment du tout ou rien. Il y a des trucs aussi visuellement qui sont très audacieux, notamment il y a un plan dans un épisode où ils se retrouvent tous à danser, un peu Sense8 est passé par là. Et Wes Anderson aussi. Ouais, exactement. Grand Budapest Hotel, enfin un truc. Tout à fait. Voilà. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression de voir, alors je vais être un peu dur, mais un sous Hellboy mixé avec un sous Heroes. Et effectivement un petit peu de Hellboy. Pour le côté sombre, pour le côté la figure, le patriarche, le père, machin, sauf que c'est autrement moins finaux que ce soit la BD ou le film. Et le côté Heroes, on s'accroche parce que les personnages sont sympas, mais que globalement, en termes d'écriture et de rythme, c'est pas foufou. Donc voilà, je suis un peu là, j'ai vu 5-6 épisodes à peu près. À voir si ce sera plus exploité dans la saison 2, justement. Espérons, les personnages qui sont laissés de côté, mais je pense que dire que justement c'est un sous Hellboy, c'est quand même mieux de dire que c'est un sous X-Men / sous Kingsman, parce que c'est typiquement... j'ai beaucoup d'affection pour Kingsman. Ouais, justement, on s'est traité aussi de sous Kingsman. D'accord. Mais non, globalement, c'est un bon moment qu'on passe. C'est peut-être pas la série de l'année, c'est pas transcendant totalement, ou en tout cas pas cette saison 1 de la série. À voir ce qui sera produit après, à voir la ligne conductrice qu'ils veulent avoir. Charlie, Ariane, vous avez commencé un petit peu, vous avez envie de vous laisser tenter par l'expérience? Moi, je l'ai pas regardé encore. J'y pensais, donc peut-être que je vais me laisser tenter. Final. C'est moins long qu'une série Netflix habituelle, je crois que c'est que 10 épisodes, c'est ça? 10 épisodes de 45 à 55 minutes. Ok, donc c'est quand même assez, effectivement, ça joue un petit peu à l'accordéon avec la longueur des épisodes, peut-être avec le rythme aussi, du coup. Oui, pardon. Non, une micro-anecdote pour dire, je crois que l'auteur du comics à la base est un membre du groupe de Arctic Monkeys. C'est le leader. C'est le chanteur de MCR. De My Chemical Romance. Autant pour moi, Chemical Romance. D'où l'importance, effectivement, du choix de la musique dans la série. Peut-être qu'il a été en consultant en mode, alors, quand j'ai écrit cette scène, j'ai réfléchi à cette musique, etc. Donc je suis sûr, il y a un petit côté un peu super-héros playlist. Bon, alors moi, petite personnelle, ça m'a un peu évoqué, désolé, ça m'a rappelé un petit peu Suicide Squad dans l'inconstance des musiques, dans la diversité du panel de musique. Je veux dire, c'est que t'as des scènes d'action où t'as des choix musicaux et j'étais là. Ouais, ok. Mais sinon, c'est rythmé, c'est varié, c'est assez inattendu sur pas mal d'aspects. J'ai hâte de terminer, j'ai pas fini encore. Donc voilà, mon avis est à prendre avec des pincettes, mais pour le moment, je suis assez étonné. J'ai hâte de voir où ça va. Donc effectivement, voilà, si vous avez envie de voir des super-héros, la suite, en tout cas, des super-héros sur Netflix, je pense que cette série est un bon début. Merci, du coup, pour ces critiques sur Umbrella Academy. On a pas mal de remarques sur le chat. On a Pseudoless qui nous dit qu'il a pas terminé la série, qu'il trouve ça extrêmement inconstant. Mafuba trouve que le comic est pas trop mal, et donc peut-être qu'il se laissera tenter par la série. Et Pooch qui fait une remarque, Ellen Page qui joue une gamine alors qu'elle a 30 piges, spoiler alert, elle a 30 piges dans la série. Il serait temps, on n'est plus dans la story. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.